Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici vos infos du soir. Le coup d'envoi aujourd'hui du projet Marrakech Cité du Renouveau Permanent, un vaste programme de modernisation urbaine centré autour de 5 axes comme la valorisation du patrimoine culturel, de l'environnement ou encore l'amélioration de la mobilité. La visite au Maroc du président de la 68e Assemblée Générale de l'ONU, John William H, a rencontré le chef de la diplomatie marocaine, le président du CESE et les présidents des deux chambres du Parlement, des entretiens dédiés à la place du Royaume dans le monde. La presse écrite marocaine boudée par les lecteurs. D'après les chiffres de l'OJD, les ventes ont chuté de 20 à 25% l'an dernier, une tendance amplifiée par le succès des sites électroniques d'information. Et la percée de deux jeunes photographes sur la scène culturelle marocaine, Hussein Beladi et Mohamed Aknaïk, consacrent leur dernière exposition à leur ville d'Essaouira. Un regard entre ombre et lumière à découvrir jusqu'à la mi-janvier dans l'enceinte de Dar Souiri. Ville marocaine préférée des touristes étrangers et nationaux, la Cité Ocre entend conforter son statut dans les 4 prochaines années. C'est notamment l'ambition du projet baptisé Marrakech Cité du Renouveau Permanent, un vaste programme de 6,3 milliards de dirhams initié aujourd'hui sous la présidence de Sa Majesté Mohamed VI et en présence de la présidente de la commune urbaine. Reportage Nzaba Azizi Ahmed Amerbouh, commentaire Mehdi Soufiane. Mobilisant 6 milliards et 300 millions de dirhams, le projet Marrakech Cité du Renouveau Permanent vise à accompagner le développement de la ville pour en faire un pôle urbain économiquement attractif tout en renforçant les infrastructures de proximité. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de lancement de ce projet, destiné notamment à améliorer la mobilité urbaine à travers les infrastructures de transport, à promouvoir la bonne gouvernance et à valoriser le patrimoine culturel de Marrakech. Ce projet a été élaboré sur la base d'une approche participative, notamment avec la société civile et les élus. Plus de 30 ateliers ont été organisés avec la participation de 1200 citoyens. Prévu pour la période 2014-2017, le programme vise également à préserver l'environnement et à assurer plus d'intégration urbaine à travers de nouvelles infrastructures de proximité. Remettre l'homme au cœur du développement de la ville de Marrakech. Il n'est pas de développement possible inégalitaire dans les villes du Maroc tel que les veut Sa Majesté et tel que nous travaillons pour. Le deuxième élément, c'est un élément de sauvegarde, de préservation d'un patrimoine qui fait la richesse de Marrakech, qui fait son histoire et qui, ce patrimoine, dans un souci de préservation et dans un souci de transmission, a besoin d'être accompagné par des équipements de mise en valeur. Ce projet structurant permettra aussi de consolider la place de Marrakech en tant que pôle touristique mondial, tout en accompagnant le développement urbain et démographique de la ville et en améliorant les indicateurs de développement humain. Et Sa Majesté le Roi a également présidé la cérémonie de signature des 2 conventions destinées à mettre ces différents chantiers en branle. La première, paraphée par l'ensemble des ministres concernés, pose le cadre de ce programme. Quant à la seconde convention, elle met en place un fonds régional de promotion touristique doté de 400 millions de dirhams, de quoi renforcer l'attractivité de Marrakech. Reportage Nzaba Azizi Ahmed Amerbouh, commentaire Hind Ben Abdenbi. Faire de la Cité Ocre un véritable pôle urbain et touristique, c'est l'objectif du projet Marrakech Cité de Renouveau Permanent dont la convention cadre a été signée aujourd'hui lors d'une cérémonie présidée par le souverain. Un accord qui regroupe départements ministériels, autorités locales et élus de la ville. Une synergie qui vise à assurer un développement intégré et durable à Marrakech et à répondre aux attentes des Marrakechis. Cette convention prévoit la construction et l'équipement de 3 grands hôpitaux, celui de l'Mhamid, de Tamansourt et de l'Oudaya. De nouveaux centres de santé sont également prévus, ainsi que l'édification d'un institut supérieur des sciences de la santé. L'enveloppe budgétaire allouée à ce volet est de 622 millions de dirhams. والغلاف المالي اللي خصنا لهذا يعني في هذه الاطارات الاتفاقيه يفوق 622 مليون درهم. Le projet prévoit l'aménagement et la mise à niveau de plusieurs routes à l'intérieur du périmètre urbain de Marrakech. Il s'agit de faciliter la mobilité à l'intérieur de la ville et dans ses environs. La ville de Marrakech compte des dizaines d'écoles coraniques et ce programme va permettre d'en édifier une 50aine de plus. Il prévoit également la réhabilitation, la construction d'institutions d'enseignement traditionnelles ainsi que la construction de mosquées. La seconde convention signée lors de cette cérémonie porte création du Fonds régional de promotion touristique. Il s'agit à travers cet accord de renforcer la position de Marrakech en tant que destination d'exception et ainsi intensifier les flux touristiques internationaux et nationaux vers la ville ocre. Un fonds d'environ 400 millions de dirhams sur les 4 prochaines années. Chaque année, 100 millions de dirhams seront dépensés afin de mieux promouvoir la destination de Marrakech.
Il s'agit donc d'actions qui vont porter à la fois sur l'aérien, la communication et la promotion, mais également la tenue de grands événements sur le plan international. À travers ces conventions, la ville de Marrakech connaîtra un véritable renouveau qui consolidera sa place de future métropole, tant sur le plan du développement urbain économique qu'en ce qui concerne son rayonnement culturel et touristique. Et à cette occasion, le souverain a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement de l'espace du citoyen Mohamed, un projet de 189 millions de dirhams qui s'inscrit dans le cadre de ce programme Marrakech Cité du Renouveau Permanent. L'espace en question abritera à terme un théâtre de plein air, des infrastructures sportives, des lieux culturels et une mosquée, sans oublier le centre pour personnes à besoins spécifiques, l'espace d'exposition des produits du terroir ou encore le foyer pour personnes âgées. Sans transition à présent, ce drame qui vient rappeler le caractère vital des dons de sang. Une adolescente de 14 ans est en effet décédée ce week-end à Bni Bouayesh, près d'Al-Husseima. Atteinte d'une maladie du sang, la jeune patiente avait besoin d'être régulièrement transfusée. Mais après 6 mois de traitement, elle a succombé à une carence en poche de groupe O+. Reportage et explication Fouad Azouzi et Abdelali Mkawi, commentaire Hanan Farou. Dans la ville de Bni Bouayesh, le décès de l'adolescent de 14 ans a bouleversé les habitants. Dans la maison familiale, ils sont nombreux à se présenter pour exprimer leurs condoléances. Encore sous le choc, les proches de Fatima se posent beaucoup de questions sur les causes du décès et sur le manque de poches de sang dans la région. Des questions qui restent sans réponse. Elle avait absolument besoin de sang. À l'hôpital, les responsables nous disaient d'attendre, qu'ils allaient trouver du sang. Mais les heures ont passé, les jours ont passé, sans aucun résultat. On se demandait quand est-ce qu'elle allait guérir. Elle s'éteignait petit à petit et les responsables nous demandaient d'attendre les analyses, d'attendre les poches de sang. Mais la solution, c'est le stock de poches de sang. Il faut toujours qu'il y en ait dans les hôpitaux. L'adolescente était atteinte d'un cancer du sang. Alertée par son cas, des donneurs se sont succédés au centre régional de transfusion sanguine d'Al-Husseima. Une aide bienvenue mais parvenue trop tard. S'il y a un manque de sang ici, c'est parce que nous n'avons pas assez de donneurs. Nous en avons besoin en permanence. La jeune Fatima a présenté un groupe sanguin rare, un facteur qui a compliqué sa prise en charge. Son décès relance le débat sur le manque de dons de sang, un débat sous forme d'appel pour multiplier ce geste simple qui peut sauver une vie. Cet autre drame provoqué par le fléau de l'insécurité routière. Une femme enceinte a trouvé la mort après avoir été fauchée hier soir à Marrakech par un poids lourd. La victime circulait sur une moto en compagnie d'un homme et d'un jeune garçon. Ce dernier a été grièvement blessé dans l'accident. Direction les États-Unis, où le mercure est descendu jusqu'à moins 37 degrés Celsius. Le nord et le centre du pays sont actuellement traversés par une vague de froid inédite depuis 20 ans. Des températures polaires qui ont fait plus d'une dizaine de morts en moins d'une semaine et qui devraient s'étendre ces prochaines heures vers l'est et le sud des États-Unis. Le récit, Hind Mnabnbi. C'est une vague de froid polaire inédite depuis 20 ans qui touche l'Amérique du Nord. Des chutes de neige et de pluie verglaçantes et des températures qui atteignent les moins 37 degrés par endroit. Plus d'une dizaine de morts sont à déplorer en moins d'une semaine. Parti du nord des États-Unis et du Canada, le froid s'est étendu au Midwest. Ces conditions climatiques sont extrêmement dangereuses et nous appelons la population à suivre les alertes et à prendre les précautions nécessaires pour rester en sécurité. Les services de météorologie nationale prévoient des tempêtes de neige et des températures en dessous des moins 22 degrés Celsius. La population a également été mise en garde contre les risques de voitures bloquées et de routes gelées en raison d'éclatements de canalisation. Dans plusieurs villes, les habitants ont été invités à rester chez eux et à faire des réserves de nourriture. Nous n'avons pas été témoins de ce type de conditions météorologiques qui associent froid et chute importante de neige depuis des dizaines d'années. C'est effrayant car nous nous attendons à des températures quasi mortelles. Le pire resterait en effet à venir avec plusieurs dizaines de records de froid qui pourraient être battus d'ici demain. Le trafic aérien est également perturbé puisque plus de 3000 vols en direction, au départ ou à l'intérieur des États-Unis ont été annulés aujourd'hui.
Dans l'actualité internationale également, les craintes en Irak suscitées à la suite de la prise de contrôle par des insurgés liés à Al-Qaïda de la ville de Fallujah, 60 km à l'ouest de la capitale, Bagdad. Cela ne s'était jamais produit au cours de ces 10 dernières années. Et en guise de réaction, le Premier ministre irakien a appelé aujourd'hui les habitants de la région à chasser les terroristes pour éviter un assaut de l'armée. Rizlan Taibi. Leurs baluchons contiennent tout ce qu'ils ont pu sauver de leur maison complètement dévastée. Ces réfugiés ont parcouru à pied une grande partie des 200 km qui séparent leur ville Fallujah de Kerbala. Ils ont fui la capitale du sunnisme pour trouver refuge dans la ville où repose le premier imam chiite. Nous sommes venus chercher des produits alimentaires et du gaz. Nous nous sommes déplacés pour nous approvisionner ici à Fallujah. Il n'y a plus rien. La cité des mosquées est à feu et à sang depuis une semaine. L'armée irakienne a pilonné la ville afin d'en débusquer les militants affiliés à Al-Qaïda. L'État islamique en Irak et au Levant, l'un des groupes islamistes les plus radicaux engagés dans la guerre contre Bachar el-Assad en Syrie, a accentué ces derniers mois son influence dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, poursuivant son grand projet de création d'un vaste État sunnite dans la région. Le nord et l'est de la ville sont contrôlés par Al-Qaïda qui a reçu l'appui de centaines de milices locales. L'armée irakienne affirme de son côté contrôler l'entrée de la ville. Les violences au Pakistan, cette fois, qui ont fait au moins 10 morts et 9 blessés aujourd'hui. L'explosion meurtrière s'est produite au domicile d'un chef de tribu dans le nord-ouest du pays, une région particulièrement instable. Le Pakistan, où le nombre de victimes d'attentats rebelles a augmenté de 20%, soit près de 2500 morts au cours de l'année dernière. La fin de la visite de 4 jours du secrétaire d'État américain au Proche-Orient, John Kerry, termine sa 10e tournée dans la région sans avoir réussi à convaincre Israël et la Palestine de se rallier à son plan de paix. Les négociateurs israéliens souhaitent une prolongation jusqu'en janvier 2015 de ce cycle de pourparlers censé s'achever le 29 avril prochain, ce que refuse le Fatah qui n'exclut pas au-delà de cette date de retourner demander l'adhésion en tant qu'État membre à part entière aux agences de l'ONU. Le dossier du Proche-Orient que le Maroc suit de très près, ce qui en fait notamment un partenaire international important sur la scène mondiale, comme l'a souligné aujourd'hui le président de la 68e Assemblée générale de l'ONU, John William Ash, actuellement en visite dans le Royaume, a eu des entretiens avec les présidents des 2 chambres du Parlement et le chef de la diplomatie marocaine. Reportage à Rabat, Abdelhadi Moutaoukil, Aïssam Assoul, Ibrahim Habboub, commentaire, Kautsar Dahdou. John William Ash en est à sa première visite au Maroc en tant que président de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Lors de cette rencontre avec le chef de la diplomatie, Salah Din Mzouer, la priorité a été accordée à l'expérience et les pratiques initiées par le Maroc en matière de développement au niveau régional, ainsi que le soutien qu'il apporte en la matière à d'autres pays de la région. À travers différentes expériences et initiatives, le Maroc a développé une vision et une stratégie qui a pour objectif le renforcement de la coopération Sud-Sud. Le Maroc est un partenaire international important. C'est ainsi que nous évaluons le rôle et la valeur du Maroc au sein de l'ONU. C'est un pays qui a beaucoup à nous apprendre. Le Royaume ne cesse d'évoluer, particulièrement en matière des droits de l'homme. John William Ash s'est ensuite entretenu avec les présidents des 2 chambres du Parlement. Les grandes avancées accomplies par le Maroc dans le renforcement de la démocratie et la protection des droits de l'homme étaient au centre des discussions. Nous avons passé en revue les différentes réformes engagées par le Maroc sur le plan démocratique. Nous avons également abordé l'engagement et la mobilisation de tous les Marocains pour défendre notre cause nationale. Le président de la session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est intéressé à la politique migratoire du Royaume et aux efforts initiés pour protéger les droits des étrangers résidant au Maroc. Le programme de développement pour l'après-2015 de l'ONU a également été discuté. En tant qu'acteur majeur dans le continent africain à plusieurs niveaux, notamment en matière d'investissement, le Royaume est appelé à partager son expérience avec les pays de la région. Et lors de sa rencontre avec le président du Conseil économique, social et environnemental, le responsable onusien a mis en avant les grandes avancées réalisées par le Royaume dans la perspective d'apporter des réponses à de nombreux défis régionaux. En compagnie de Nizar Baraka, John William Ash a également considéré que le Maroc dispose d'un certain nombre d'expériences et de pratiques qui peuvent être partagées avec la communauté internationale. Des entretiens également consacrés au nouveau modèle de développement dans les provinces du Sud et au renforcement de l'intégration économique sur le continent
continent africain. Coopération politique toujours sur fond de diplomatie parlementaire avec cette visite à Rabat des membres du groupe d'amitié Maroc-Belgique. Au menu des discussions notamment avec Karim Ghalleb, le protocole de partenariat conclu il y a 6 mois avec la Chambre des représentants marocaine. Quant à la rencontre avec le président de la Chambre des conseillers, elle a notamment porté sur certaines des réformes engagées par le Royaume comme celle de la régionalisation avancée. Reportage Abdelhafed Mnour, Mohamed Richi et Issa Massoul, commentaire Kautsar Dahdouh. Ce n'est pas la première rencontre à Rabat du groupe d'amitié parlementaire maroco-belge. À moins de 6 semaines de la célébration d'un demi-siècle d'immigration marocaine en Belgique, l'heure est au renforcement des échanges entre les deux pays, particulièrement en matière de diplomatie parlementaire. La rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Karim Ghalleb, a porté sur la mise en application des différentes conventions signées entre les deux institutions législatives. C'était l'occasion de faire un tour sur un ensemble de sujets qui nous intéressent, aussi bien l'avancée de la régionalisation et la mise en place. C'est assez semblable avec ce que nous vivons en Belgique, où nous avons aussi eu énormément de travail, je dirais, dans la réorganisation de notre pays. Nous préparons plusieurs activités dans le cadre de l'activation d'un certain nombre de partenariats conclus en matière de régionalisation avancée et de bilinguisme. Deuxième étape de cette visite, la rencontre avec le président de la Chambre des conseillers, Cheikh Biyadillah. Les membres de la délégation n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la dimension humaine dans les relations bilatérales. Estimés à plus de 300 000 personnes, les Marocains constituent la deuxième communauté étrangère en Belgique. L'objectif de notre visite aujourd'hui, c'est de renforcer vraiment la relation entre le Maroc et la Belgique, des relations qui, je le rappelle, sont des relations très fortes. D'une part, de par la grande présence des ressortissants marocains en Belgique, et par ailleurs de renforcer également tout le travail parlementaire entre le Parlement marocain et le Parlement belge. Nous sommes aujourd'hui également dans une commémoration très importante pour nos deux pays, qui est celle de l'immigration marocaine en Belgique. La stabilité dont jouit le Maroc était au centre des discussions. Les parlementaires belges étaient particulièrement intéressés par la nouvelle politique migratoire et l'initiative de Sa Majesté le Roi pour mettre en place de nouveaux mécanismes. Avec des relations bilatérales établies il y a 5 décennies, les liens entre le Maroc et la Belgique sont particulièrement étroits et l'avenir plus que jamais commun. 6 mois après la signature d'un protocole de partenariat entre les chambres des représentants des deux pays, le groupe d'amitié maroco-belge s'active pour multiplier les échanges et renforcer davantage ce partenariat privilégié. C'est une réalité dans le monde entier. Elle se vérifie également au Maroc. Les ventes de la presse écrite ont fortement chuté l'an dernier dans le Royaume, moins 20 à 25% d'après les chiffres de l'organisme de justification de la diffusion. Une tendance accentuée notamment par la forte concurrence des sites d'information électronique sur la toile. Reportage Zouhir Daoudi, Abdelrahim Bouhaddewi, commentaire Rizlan Taïbi. Toutes ces piles de journaux ne seront pas entièrement vendues. À la fin de la journée, le distributeur repassera pour récupérer le bouillon et il est de plus en plus volumineux. Les ventes de la presse ont baissé l'année dernière de 20 à 25% selon le ministère de tutelle. Les lecteurs de la presse écrite seraient devenus une denrée rare. J'achète les journaux pour m'informer de ce qui se passe au Maroc. Je prends les quotidiens sportifs, je m'intéresse au sport national. L'organisme de justification de la diffusion relativise cette régression. Selon sa secrétaire générale, ces tendances à la baisse n'épargnent aucun pays, en particulier les pays voisins. On voit ce qui se passe dans ces pays. Au Maroc, on peut se dire que ça se passe encore bien, parce qu'au Maroc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un élément très important et qui est le taux de reprise en main. Les gens ne prennent pas en considération ce taux et qui est en moyenne de 3%. Pour la Fédération marocaine des éditeurs des journaux, cette baisse est bien réelle et la renvoie au désintérêt des Marocains des affaires politiques notamment et d'un manque d'engouement pour la lecture. Cette baisse est tout à fait normale, il ne faut pas en avoir honte. C'est le fruit d'une transformation socio-culturelle générale. D'autres facteurs sont aussi derrière la diminution de la vente des journaux, comme le foisonnement des sites d'information sur Internet, l'essor des réseaux sociaux où l'information circule en toute liberté et la hausse des prix de la distribution.
Il faut tirer la sonnette d'alarme. Dans les pays développés, la presse en papier a été sauvée car elle est importante. Nous étudions la possibilité d'une coopération avec un distributeur et des éditeurs. Le secteur de la distribution n'est pas correctement organisé. Des mesures qui seront bientôt mises en œuvre pour augmenter le tirage des quotidiens qui ne dépassent pas les 500 000 et leur vente estimée à 300 000 par jour. Et cette consécration pour le chercheur marocain Rachid Yazami, lauréat aujourd'hui du prix Charles Stark Draper 2014 de la prestigieuse National Academy of Engineering de Washington DC aux États-Unis. Cela vient récompenser ses travaux déterminants dans le développement des batteries au lithium rechargeables menés il y a déjà 30 ans. Rachid Yazami partage cette distinction avec un Américain et 2 Japonais. Le prix doté de $500 000 sera décerné le 18 février prochain dans la capitale américaine. Et on passe à présent à cette exposition sous forme d'hommage de 2 jeunes photographes, en l'occurrence Hossein Baladi et Mohamed Aknaïk, ont choisi de consacrer leur dernier cliché à leur ville d'Essaouira. L'ancienne Mogador se dévoile sa part d'ombre et de lumière jusqu'à la mi-janvier sur les murs de Dar Souiri. Reportage Rafiq Agomad, commentaire Samia Harissi. Essaouira plongé dans le clair-obscur, un thème à travers lequel 2 jeunes artistes, Hossein Baladi et Mohamed Aknaïk, ont sublimé la ville des Alizés. J'essaie de travailler quand la ville est déserte, la nuit, quand il pleut. C'est là que je réussis à illustrer la réalité d'Essaouira, des moments où les autres ne peuvent pas la voir. Essaouira est une ville qui se prête bien à la photographie, elle a été très photographiée. C'est cette culture-là que nous voulions ressusciter dans cette exposition. Hossein Baladi, photographe et commissaire de l'exposition, a appris l'art de la photographie sur le tas dans un centre d'accueil pour enfants abandonnés. Mohamed Aknaïk, lui, est artiste peintre, une sensibilité à fleur de peau qui se lit dans la couleur de ses œuvres. On sent bien l'imaginaire et la créativité dans les œuvres de ces artistes photographes. Le sujet, la mer. J'aime la mer beaucoup moi-même et ça donne de l'espace. On peut presque goûter la mer. La plage d'Essaouira a inspiré bien des artistes. C'est la beauté plastique de la ville des vents, la luminosité irréelle de son ciel et du rivage de l'Atlantique qui ont fasciné un Orson Welles ou encore un Ridley Scott. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce lundi 6 janvier. Le lancement aujourd'hui est donné par Sa Majesté Mohamed VI du projet Marrakech Cité du renouveau permanent. C'est ce que prévoient les 2 conventions signées sous la présidence du souverain. Un vaste programme de modernisation urbaine de 6,3 milliards de dirhams centré autour de 5 axes comme la valorisation du patrimoine culturel, l'amélioration de la mobilité ou encore la préservation de l'environnement. Fin de cette édition. Dans un instant, la suite de votre tranche info. Prochain JT à 21h en compagnie de Jada Berden. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.